Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du lien entre alimentation et apparition de maladies. On avait déjà évoqué avec Anthony Fardet dans une précédente vidéo, dont je vous mets le lien juste au-dessus, le fait que la consommation excessive d'aliments ultra transformés favorisait l'apparition des cancers. Aujourd'hui, on parle prévention. J'ai pu rencontrer le docteur Cyril Laporte, il est cancérologue, spécialisé dans les traitements par radiothérapie. Il fait même de l'hypnose à l'Institut de cancérologie de Paris-Nord à Sarcelles et il a développé toute une vision préventive du cancer. Grâce à l'alimentation, grâce au mode de vie. Il nous livre aujourd'hui ses conseils et sa vision de notre société à l'heure actuelle. Je vous propose tout de suite d'écouter son interview. Je mange bien, tout va bien, le podcast. Les découvertes très pragmatiques auprès des patients qui sont suivis, c'est la difficulté pour les individus de sortir d'un modèle inconsciemment imposé par notamment le milieu de la publicité sur l'alimentation et sur une façon de se nourrir qui fait essentiellement appel à des aliments ultra transformés, qui sont, on le sait, pour partie responsables des maladies de civilisation. Les maladies de civilisation qui sont en forte augmentation ces dernières années ? Oui. Une forte augmentation des maladies de civilisation, comme le cancer, et les maladies inflammatoires, les maladies que l'on dit dysimmunitaires, comme les maladies de Crohn, ce qu'on appelle les thyroïdites, les inflammations de la thyroïde, les diabètes de type 2, on parle d'épidémie de diabète de type 2, bien que ce terme, à mon sens, ne soit pas très adapté. Les maladies cardiovasculaires, qui elles sont en augmentation depuis 20, 30, 40 ans. Tout ce cortège de maladies-là, qui effectivement augmente depuis une cinquantaine d'années, avec l'apparition d'un mode de vie très occidental, notamment avec des modifications fortes de l'alimentation, une sédentarité importante, et puis une vraie souffrance chronique, que ce soit dans sa vie personnelle ou au travail. Et on sait que tout ça est en lien, et on ne peut pas s'éloigner de ce lien-là. Est-ce qu'on peut guérir le cancer avec l'alimentation ? Non, soyons clairs. Quand la maladie est installée, il faut faire appel aux traitements habituels, classiques, que sont soit associés, soit pas associés d'ailleurs, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie. Après, l'alimentation peut aider déjà à supporter certains traitements, et on sait qu'elle participe aussi à diminuer certains risques de récidive dans certains cancers. Tout est prévention, en fait, dans l'alimentation. Exactement. Dans l'alimentation, tout est prévention. L'alimentation n'a pas de vertu curative une fois qu'une maladie est installée. Elle intervient dans ce qu'on appelle la prévention primaire, avant l'apparition de maladie. Donc c'est toujours intéressant sur des populations bien portantes. Et elle intervient aussi de plus en plus, on se rend compte, en prévention secondaire, afin de diminuer le risque de récidive de certaines maladies, en association avec tout un cortège de traitements que l'on va dire allopathiques, classiques, habituels, quoi. Alors vous qui êtes cancérologue, quels sont vos conseils à une population bien portante pour le rester ? Les conseils sont très, très généraux pour prévenir des maladies. Alors encore une fois, je voudrais préciser une chose, c'est que c'est pas parce qu'on va forcément respecter tout ça qu'on n'aura pas de maladie. Parce qu'il y a des éléments que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas, que sont notamment la pollution, ou tout simplement le fait qu'à un moment donné, on ne sait pas pourquoi notre corps s'est mis à mal fonctionner sans raison apparente. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Après, les conseils, c'est des conseils d'hygiène de vie globale, avec notamment avoir une activité physique qui n'est pas forcément intense, mais 30 minutes de marche un petit peu par jour, c'est déjà beaucoup, et la majorité des Français ne le font pas. Essayer d'être dans un environnement qui ne soit pas stressant pour l'individu, qui permet d'avoir des moments à soi, pour soi, où on s'apaise, on se calme. Et enfin, pour l'alimentation, les conseils très généraux sont une alimentation la moins transformée possible et la plus proche des aliments bruts. Est-ce que vous pensez que les politiques ont un impact et un rôle à jouer là-dedans, justement, dans la publicité, dans ce qui est proposé, que ce soit dans les écoles, dans les distributeurs, est-ce que vous pensez qu'il y a un levier à ce niveau-là ? Très clairement, oui, puisque tout ce qui est allégation, autorisation de discours dans les publicités est issu d'une législation. Et c'est à partir de la législation que l'on va autoriser certains industriels ou certaines publicités à délivrer des discours.
Donc clairement, oui, ils ont un rôle majeur à jouer, puisque c'est eux qui définissent ce que l'on peut dire en publicité. Si les règles sont trop larges ou pas claires, les discours peuvent être modifiés. Et après, c'est un jeu législatif entre le texte et les autorisations que les industriels se donnent, bien sûr. On est toujours dans une histoire de surconsommation. Nous sommes dans une société dont la richesse est basée, la richesse en termes d'argent et l'emploi aussi est basée sur la consommation de biens. Plus on consomme, plus une société va bien, plus il y a d'emplois. Mais que l'on applique ça à des téléphones portables, à des machines à laver, c'est pas un souci. On peut avoir 3 machines à laver chez soi, au pire on se ruine, mais ça ne va pas nous faire mal. Que l'on surconsomme des aliments transformés qui sont les seuls à générer ce sont des industries capitalistiques, ce sont des industries qui génèrent du profit et qui génèrent des emplois. Il ne faut pas l'oublier, on ne parle pas qu'en termes de profit, on parle en termes d'emploi aussi. Donc que l'on surconsomme des produits transformés, en fait là oui, on sera malade. Donc on applique à l'alimentation un modèle qui est appliqué à l'industrie des biens de consommation autres, et ça ne marche pas, parce que l'alimentation, on l'avale, et elle nous nourrit, elle nous construit. Alors qu'une machine à laver, elle ne va pas nous construire. Vous voyez, donc, c'est ces mélanges-là qui sont des mélanges délétères pour l'humain, en fait. Mais on peut faire de l'argent, créer des emplois avec une alimentation saine. C'est possible, c'est un modèle qui peut exister. Complètement, c'est un modèle faisable, applicable, puisque... Alors, après... Ça, ce sont des calculs à faire, mais est-ce que, par exemple, une grande exploitation maraîchère qui va délivrer beaucoup de fruits et de légumes va employer autant de personnes qu'une industrie de la transformation alimentaire qui va vous faire des pains de mie ou des choses comme ça? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un modèle économique à inventer pour que, justement, la part d'emploi liées à la transformation alimentaire soit petit à petit déplacée vers la consommation, le prélèvement, on va dire la cueillette d'aliments bruts, ou pourquoi pas une transformation très minime d'aliments bruts. On va mettre par exemple des amandes entières et la transformer en poudre. C'est pas une transformation, puisqu'on garde le même aliment, on n'introduit rien d'autre. Mais il y a certainement un modèle économique à développer de ce côté-là, et cela ne se fera que doucement. Il y a des notions d'emploi derrière, et on ne peut pas du jour au lendemain dire voilà, on arrête tous de manger des pains de mie industriels et on va tous se mettre à manger des fruits et des légumes, parce que tous les gens qui sont employés par ces industries-là vont se retrouver à la rue. Donc ce sont des transitions qui seront très progressives et qui se feront parce que la collectivité civile, les individus vont modifier leur mode de consommation. Il n'y a que comme ça que ça se fait. On le voit avec les voitures électriques par exemple. Du coup, quel est votre regard sur le véganisme et le fait d'exclure tout produit animal? Alors, par rapport au véganisme, il y a aussi différents comportements. Il y a le véganisme, on va dire, idéologie liée à la maltraitance des animaux. Mais encore une fois, peut-être on peut essayer d'introduire une notion qui est pourquoi en est-on arrivé à maltraiter les animaux? C'est encore une fois la surconsommation de produits d'origine animale qui fait qu'on a dû industrialiser les process et donc considérer les animaux comme des choses au profit de l'humain. Après, consommer des produits d'origine animale de façon beaucoup plus occasionnelle, avec des produits d'origine animale qui sont des produits, on va dire, issus d'animaux qui ont été nourris avec de l'herbe dans une prairie, ou pour les poules, on va dire, en plein air, avec, dans leur habitat naturel, va changer les choses. C'est-à-dire consommer de façon occasionnelle des aliments d'origine animale avec des animaux élevés dans le milieu naturel, c'est quelque chose qui est totalement différent que de consommer à outrance des produits d'origine animale issus d'un processus industriel qui permet de fabriquer de la viande ou des produits dérivés de la viande comme on va vous fabriquer un yaourt. Il y a derrière aussi probablement cette notion un peu plus complexe de pourquoi en est-on arrivé à maltraiter des animaux. Et on rejoint toujours cette notion d'hyperconsommation. Alors là, on est sur de l'hyperconsommation de produits bruts, puisque c'est de la viande, mais on est quand même sur de l'hyperconsommation. Et la seule chose que l'on peut vraiment hyperconsommer,
c'est les fruits et les légumes. C'est pas la viande. C'est vrai qu'on a toujours tendance en Occident à se jeter sur un aliment parce que tout d'un coup on nous a dit que c'était bien, ou à s'éloigner de l'aliment parce que c'est mauvais. Mais encore une fois, c'est considérer les aliments comme des médicaments. Et non, on a besoin de tout, de façon probablement modérée, raisonnable, pour pouvoir respecter le caractère modéré et raisonnable de l'équilibre du corps.